Salut à toutes, salut à tous. On est de retour pour le quatrième tiers, un quatrième tiers déjà, juste après le match à Neuilly, que les Remparts ont perdu au tir au but. C'était un très beau match de hockey, très intense, entre deux belles formations. Et du coup, je vais vous présenter tout simplement ceux qui sont autour de la table avec moi, à commencer par Julien, notre coach qui répond présent à chaque émission. Salut Julien. Bonjour à tous. Il y a Phil qui est avec nous, Phil Bushbacker, américano-roumain, qui a joué quelques saisons en France et qui parle un petit peu français. Donc merci à lui de faire cet effort de parler un peu en français. Mais de temps en temps, voilà, je lui ai dit avant l'émission, tu peux répondre en anglais, on va se débrouiller, on va traduire pour nos auditeurs. Merci beaucoup Phil d'être là. Merci Sylvain. Désolé les gars, français c'est très difficile pour moi. C'est même un chien. Compris 80%, juste à parler, c'est difficile pour moi. Merci déjà. Attends, ça va, c'est du mot français, on comprend. Oui, on a compris. On comprend. Et comme Phil va rester de nombreuses années au Rempart, il va pouvoir améliorer son français chaque année. Et puis on a Eric qui est avec nous, notre partenaire Eric Jeannot de l'entreprise Saut des Classes. Salut à toi Eric et bienvenue parmi nous. Bonjour. Alors on est très content de t'avoir autour de la table. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous expliquer un petit peu ce que fait ton entreprise, et on va voir que ça a beaucoup de sens dans la période qu'on traverse actuellement. Alors mon entreprise s'occupe de dématérialisation des process de gestion dans les entreprises, pour les entreprises. Donc c'est dématérialiser notamment le traitement des factures sortantes, également des factures entrantes, diffusion des documents ressources humaines vers les différents salariés. Ça, ce sont les principaux. Et puis on peut ajouter la signature électronique, on peut ajouter dématérialisation des process également de l'entreprise. Ouais, tu permets vraiment de faciliter la vie aux entrepreneurs, de leur simplifier la tâche, tout en sécurisant aussi beaucoup leurs données, ce qui est important. Ce qui leur simplifie la vie, ce sont les outils que je leur propose. Ces outils ne sont pas développés par moi, mais je les mets en avant pour leur simplifier la vie, et je les accompagne. Eh ben, merci beaucoup encore Eric d'être avec nous. On va commencer par le résumé de la rencontre, par voir tous les buts. Il y en a beaucoup moins que d'habitude. On parlait du fait qu'il y avait énormément de buts et on avait souhaité que peut-être cette fois, il y en a un peu moins, surtout pour l'adversaire. Là, on voit que ça ressemblait plus au match de D1 qu'on connaît, très engagé, avec deux équipes très investies qui avaient besoin de points. Donc on va revenir tout de suite après ce résumé pour faire l'analyse de la rencontre tout simplement et se projeter un peu sur la suite. Voilà, vous avez pu voir le résumé de ce match qui s'est donc conclu par une séance de tir au but. Et c'est pas si commun, en tout cas. Ça vient conclure un match très intense. Julien, on savait que les deux équipes avaient besoin de points, voulaient se relancer. Neuilly était sur sa glace. Il fallait absolument qu'ils remportent ce match. On a vu deux équipes qui vraiment étaient investies à 100%. Et là, on ne peut plus parler de reprise Covid à moitié. Il y avait deux équipes vraiment investies totalement. Oui, les deux équipes étaient investies, comme tu le dis, chacun de leur manière. Il y avait deux styles, deux oppositions de styles. Neuilly, vraiment avec un style nord-américain, très provocateur, très physique. Avec pas mal de joueurs effectivement nord-américains sur une petite glace qui souhaitaient vraiment mettre à mal un peu notre jeunesse, nous mettre en difficulté. Ils savaient qu'on avait pris pas mal de pénalités lors des derniers matchs, donc je pense qu'ils nous provoquaient pas mal de ce côté-là.
L'équipe a bien réagi. Nous, on a essayé justement de retrouver confiance, de rester sur nos valeurs. C'est ce qu'on s'était fixé durant la semaine, de vraiment développer notre jeu, de pas se focaliser sur l'adversaire. Et c'est ce qui s'est produit. La seule petite différence, elle s'est faite dans la conclusion. On a du double de shoot que Neuilly. On a eu vraiment des grandes chances. On n'a jamais réussi à prendre les devants dans le match, dans le score. Et ça, je pense que ça a pesé. Et puis, il manquait cette petite... on va dire part de réussite ou cette petite vitesse d'exécution qui permettait de battre un gardien en face qui a fait un très bon match. Donc effectivement, on s'est retrouvé en prolongation. En prolongation, chacun a eu des chances. On a eu des vraies grosses chances de marquer. Ils ont eu aussi une ou deux chances de marquer, mais les gardiens ont fait des arrêts. Puis après, c'était les pénaltys. Donc c'est un peu la loterie. Voilà, on sait que le pénalty, c'est un peu la loterie. Et puis en plus, nous... Même là, ça a été très serré d'ailleurs. Oui, ça a été très serré. Après, ça a été, voilà, je pense qu'il y avait en face quand même un gardien qui était en pleine possession de ses moyens. Nous, Jean-Philippe, c'était la première fois. C'était son premier match D1 officiel, on va dire en entier. Il était toujours rentré en cours de partie. Là, c'était vraiment son plein match. Donc je pense que plein match, prolongation, les pénaltys, on a ressenti durant cette séance qu'il y avait un petit peu de fatigue chez lui, un petit peu de nervosité, ce qui est tout à fait normal hein, quand on est jeune gardien et qu'on se retrouve dans cette situation. C'est pas évident. Et puis en face, des joueurs qui sont quand même très très habiles dans cette chose-là, mais c'était aussi très proche. Voilà, ça s'est joué à pas grand-chose et c'est souvent ça le cas des pénaltys. Alors il y en a un qui a trouvé la clé pour battre Taylor Dupuis, c'est Phil. Il l'a battu pendant le cours du jeu. Et tu as marqué un tir au but aussi, c'est ça ? Oui. Je me trompe pas. Comment tu t'es senti, toi, sur ce match ? Quel bilan tu en fais ? Pour moi, l'équipe jouait très bon. L'esprit de l'équipe, c'est meilleur le dernier 3 matchs. Every game in Newly is really hard. From playing there last season, anything can happen. It's a small rink. Things happen really quickly. But, ce que Phil nous dit, c'est que c'est toujours très difficile de jouer à Neuilly, que c'est une petite glace, et en plus tu la connais bien, puisque tu as joué. Oui, chaque match en Neuilly, c'est difficile. Chaque match, beaucoup lancé, beaucoup offense. L'équipe de Neuilly, c'est provocateur, c'est très agressif, beaucoup mise en échec, body check. Oui, c'est un match. Un combat. Oui. It's always difficult in Newly because there's a lot of passion because the rink is so small. There's a lot of hits and a lot of action in front of the net. So for me, it was good. The team played well. Gipe was really good. His first full match in D1, and I think that's great for the youth and tour as well to see that someone from tour can play and play well in the league. So for me, I was disappointed with the loss, but I was happy with the team spirit. Ok, donc ce que Phil nous a dit un peu, c'est que bien sûr il y a la déception de la défaite, mais qu'il y a plusieurs points positifs, notamment que sur ces 3 derniers matchs, c'était largement le match où l'équipe s'est le mieux comportée, a eu la meilleure attitude, s'est le plus battu et a peut-être retrouvé ses valeurs sur ce point-là, que ça s'est pas joué à grand-chose et qu'il tient aussi à saluer la performance de Jean-Philippe, notre gardien tourangeau, JP Fontaine, qui comme Julien l'a dit, avait un peu son premier match en tant que titulaire, en tout cas pour cette saison, etc., et qui n'était pas un match de coupe, et qui a très bien fait, avec un très bon pourcentage d'arrêt. Et jusqu'au bout, il a tenu l'équipe dans le match aussi grâce à sa performance. Donc ça, c'est vraiment important. Eric, on imagine que en tant que tourangeau, etc., il y a une petite affection supplémentaire pour les joueurs formés au club, etc. C'est important de savoir les mettre en valeur. Bien entendu. On sait que le club des Remparts est à son vivier. Peter Borgo, je crois, a été formé au club aussi. Oui, absolument. Donc, les traditions s'enchaînent. Puis plein d'autres sont à la fois membres de l'effectif D1, mais également en forme les plus jeunes. Donc c'est une très très bonne chose, oui. Ouais, je pense que c'est effectivement important, mais d'aller à Neuilly quand tu es jeune, c'était pas facile. Il y a beaucoup de joueurs qui découvrent, enfin beaucoup. Il y a des jeunes joueurs, donc, comme Jean-Philippe, mais aussi Pablo Maltas, ou d'autres joueurs qui découvraient cette patinoire, comme nos 2 licences bleues, nos 2 jeunes bordelais, là, ils découvraient un peu, Adam et tout. C'est jamais évident, c'est un endroit un petit peu particulier. Quand tu es jeune, quand tu découvres, ça prend effectivement c'est un peu... Dans la D1, c'est un peu spécial d'aller à Neuilly, ça a toujours été.
Mais là, je pense que les gars ont vraiment bien répondu. Je pense qu'il y avait une vraie volonté de se retrouver unis, forts. C'est ce qu'on a fait. Et sincèrement, je pense qu'on a développé notre jeu. Après, c'est effectivement tout petit, c'est très très compliqué. La glace est tout petite, l'environnement est tout petit, tout est un peu différent. Tout arrive plus vite face à une équipe qui est très agressive comme Neuilly, qui provoque beaucoup, qui joue vraiment ce style-là, qui met les palets sur nous, qui va vraiment sur nous. C'est assez complexe et assez difficile. Et les joueurs ont vraiment réagi en unité. Vraiment développer le jeu. On n'a pas déjoué, contrairement peut-être aux 2 derniers matchs où justement on était plutôt en difficulté sur certains domaines. Là on était bien, on avait nos chances, on a eu des bons powerplay où le palais tournait bien, on se procurait des chances. Après c'était dans le dernier geste où ça a peut-être pêché, où là on a eu des difficultés. Mais l'année dernière, au match retour, ici, ça s'est joué aussi au pénalty. C'est Tours qui avait gagné, mais donc j'ai l'impression que vis-à-vis de Neuilly, face à Neuilly, c'est toujours relativement serré comme match. En tout cas, ce sont 2 équipes qui sont ambitieuses en D1 et qui ont l'habitude d'être plutôt dans la moitié de tableau. On le redit encore une fois, et c'est pas pour se trouver des excuses ou quoi que ce soit, mais c'est une poule qui est quand même de très haut niveau, quoi. Pour la D1, c'est voilà. Ouais, non, tant mieux. Franchement, nous on vient de finir la phase aller puisqu'on est exempt le week-end prochain. Franchement, c'était moi je trouve que les 6 matchs qu'on a joués étaient, il y a de la compétitivité. Chaque équipe a eu son petit lot de soucis. Neuilly aussi. Il y a des absents. Il y avait quand même des absents de Marx, de Marc, pardon. Donc à Marx, mais il y avait vraiment il y avait des absents. Ils ont eu des difficultés aussi avec la crise sanitaire, des Covid, des matchs reportés. Enfin chacun a son lot. Mais je trouve que ce qui est intéressant malgré ça, c'est qu'on vient d'enchaîner 6 semaines de compétition. Et sincèrement, on peut déjà, là on va couper cette semaine. Le petit bilan est quand même positif, c'est d'avoir eu la chance de jouer une compétition qui est très serrée dans une poule qui est très relevée. Après, on peut pas savoir non plus l'autre poule puisqu'on joue pas, mais on va juste se concentrer sur nos équipes, et sincèrement ça fait vraiment plaisir de jouer ces matchs-là. Neuilly, toutes les équipes sont compétitives, ont leur style en plus, et ça c'est quand même c'est très bien pour nous, pour notre process de construction de l'équipe, du groupe. Je pense que c'est très très intéressant. Chaque match a eu son lot qui peut nous apporter cette expérience, et ça c'est vraiment vraiment très bien. Et Neuilly en fait partie. Et là ils avaient un nouveau joueur, Alan Dana, qui est aussi connu, qui a joué je pense à Tours si mes souvenirs sont exacts. Très 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 physique aussi. Et puis effectivement, quand on parlait de joueurs qui aiment le duel, la provocation, etc., on est en plein dedans là. Là ils avaient vraiment toute l'artillerie pour la provocation, quoi. Beaucoup de joueurs, 2 joueurs que vous connaissez à Tours, qui sont Jonathan Joannette et Alan Dana, qui sont 2 joueurs effectivement provocateurs. C'est leur style de jeu. Quand tu es jeune, quand tu vas là-bas, c'est pas forcément évident, mais comme je l'ai dit, je le répète, les joueurs ont bien répondu. Il nous manquait pas grand-chose. Et sincèrement, je l'ai dit après le match, mais je l'ai dit aux joueurs, on méritait mieux à Neuilly, vraiment, vu la consistance du match. Moi, j'étais vraiment content de ce qu'on a produit. Phil, c'est la fin de la première moitié de la saison, at the end of the first half of the season. Would you say it's mostly good for the team? Est-ce que tu dirais que c'est plutôt positif quand même cette première moitié de saison? Oui, c'est sûr. Pour moi, cette poule, c'est le 7 meilleures équipes de D1. Chaque match, c'est très difficile. Brest, Caen, Dunkirk, Neuilly, Nantes. Cholet. Oui, Cholet, c'est l'équipe travaille chaque fois. For me, it's this season, it's really good for the young players because, in my opinion, these are probably the 7 best teams in Division 1. So for guys like Pablo, Garrido, JP, the Lissons Bleu, joueur avec Bordeaux, it's really important to see these teams because these are the teams that push the level. Epinal on the other side is the same. Every team is good, but for me, these teams are the teams that have ambition to go to Magnus. So it's important to see the level and to see where we can progress. Ce que dit Phil, c'est que c'est très intéressant d'être dans une poule très relevée, avec des équipes de haut niveau, notamment pour nos jeunes joueurs. Il a parlé de JP, de Clément, de Pablo, des licences bleues, qui apprennent du coup avec le plus haut niveau de D1. Et que du coup, c'est très intéressant à ce niveau-là. Et que finalement, on pourrait dire c'est une saison d'apprentissage. Well, pas de playoff cette saison. So, le résultat, c'est important, but
not the most important. For me, it's progress. Exactement. It's the process of what we're doing. So we have 12 games. For me, it's great that we play. Every game is hard. It's difficult. You don't get better in 10-1 games. You get better in 3-2, 4-3 overtime games. And this is where, like Julian said, it's a learning experience. For a lot of the young guys, they maybe have never played against players who are agitators and push the envelope after the game and try and play physical every shift and are always speaking and getting under your skin. And it's important. It's a learning experience. It's the same for every player. So for me, I'm really happy with how things have gone. Ouais, ce que Phil disait, c'est que de jouer contre des équipes justement qui ont des agitateurs, il dit aller en dessous de la peau, c'est l'expression un peu anglaise pour dire qu'ils arrivent à rentrer dans votre cerveau et à vous faire sortir de votre match. Ça, là, on apprend beaucoup sur ces rencontres-là. Et c'est vrai, dans une saison où il n'y aura pas de montée, pas de descente, pas de play-off. Je ne sais pas si toi, Julien, tu as une confirmation. Moi, ce jour, on n'a pas de confirmation. Il n'y a pas de play-off d'organisé, voilà, ça c'est sûr. Ce jour, il n'y en a pas d'organisé. Après, on ne sait pas ce qui va s'arriver. De toute façon, on vit à la semaine, hein, on n'a pas changé de... Voilà, donc effectivement, je pense que chaque expérience est bonne. Et je pense que peut-être la différence qu'on ressent, c'est que chaque semaine, l'expérience qu'on prend, elle est peut-être encore plus forte que dans une saison classique où on sait, où vraiment on connaît la fin, il y a un classement, il y a les playoffs. C'est encore différent. Et je pense que là où effectivement je rejoins tout à fait ce que dit Phil, c'est que alors pour les joueurs qui ont un peu plus de vécu, ils arrivent peut-être mieux à appréhender, quoique on voit aussi que chaque équipe, à un moment donné, a des hauts et des bas avec ses leaders, avec son système, etc. Mais justement, là, vraiment, chaque match, ça nous apporte une expérience très forte pour le groupe. Et nous qui avons une jeune équipe dans la construction, voilà, avec toutes les modifications qu'il y a eu cette saison, avec le nouveau groupe, le nouveau noyau, c'est effectivement très très intéressant de jouer, d'avoir joué ces trois équipes là, les trois dernières, mais toutes celles qu'on a jouées ont vraiment des styles totalement différents. Et quand tu es jeune joueur, quand tu es un groupe nouveau, de devoir t'adapter à chaque semaine, de devoir rester dans ta philosophie, mais à la fois être capable de lire, de réagir à des situations comme celle qu'on a subies à Neuilly, de provocateurs, d'agitateurs, justement de vouloir tomber dans le panneau. Et puis pareil, on a eu un arbitrage qui était complètement différent. Donc effectivement, quand tu es un groupe jeune, c'est dur de réagir c'est pas des excuses, mais à un moment donné, c'est la vérité. Quand l'exigence d'une semaine, la semaine dernière, on fallait pas parler, l'arbitre avait mis la barre très très haute contre Nantes. Puis là, samedi, voilà, il y avait toutes les conversations étaient autorisées. Et puis effectivement, cette part d'influence mentale, il l'a laissé complètement libre aux joueurs d'influencer l'autre. Donc voilà, on avait chaque arrêt de jeu était commenté. Il y a eu des mêlées, il y a eu des moments où c'était vraiment tendu. La semaine d'avant, il n'avait rien laissé passer. Il a coupé chaque action où il aurait pu avoir cette intimidation. Il l'a coupé vite et on était tombé dans l'indiscipline. Là, on n'est pas tombé dans l'indiscipline, on n'est pas tombé dans le panneau, on n'est pas tombé dans la provocation, on a continué à jouer. Donc voilà, donc chaque match est très très agréable de ce côté-là, ou très, en tout cas, il y a du challenge. Ouais, il y a du challenge et ça nous apprend beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'apprends beaucoup sur mon groupe, sur mes joueurs. Et effectivement, au-delà des résultats, le process nous intéresse beaucoup. Alors tu parlais de capacité d'adaptation, Eric, dans le monde de l'entreprise, c'est en permanence, surtout j'imagine dans ton domaine, il faut connaître les meilleurs outils, les plus récents, il y a un travail sûrement de veille pour être tout le temps le plus à jour possible. C'est le mouvement perpétuel. Ce que j'ai appris il y a 40 ans lors de mes études, c'est maintenant aux oubliettes, personne ne s'en rappelle, sauf ceux de ma génération. Et puis l'informatique d'aujourd'hui n'existait pas à l'époque, on ne savait même pas qu'un jour ça existerait. Il a fallu prendre les virages au fur et à mesure. Et oui, et donc voilà, capacité d'adaptation. Puis j'ai envie de faire un autre pont en soi, et ça va intéresser Julien, je pense, d'en parler aussi. C'est justement la dématérialisation et puis les outils de plus en plus intéressants qu'on peut avoir. Ça permet, je ne vais pas dire, honnêtement, ça ne remplace pas un staff complètement, mais ça permet quand même aujourd'hui de travailler avec des... Enfin, toi, je sais que tu es friand de ça, en plus de connaître de nouveaux outils, de voir comment tu peux travailler avec, les incorporer dans ta façon de travailler. Aujourd'hui, ça fait partie de ton quotidien, ça, d'avoir des outils dématérialisés pour travailler. Ah oui, je pense que ça remplace pas l'humain, parce qu'il y a effectivement une lecture à avoir. Et je pense que, alors là, on a effectivement échangé, mais je pense que nous, il y a quand même une lecture à avoir des données. Mais effectivement, le fait de dématérialiser ces données, aujourd'hui, nous, là, depuis la reprise du championnat, on travaille avec Instat, qui
un logiciel qui peut nous apporter les statistiques et la vidéo sur l'adversaire, sur nous-mêmes. Et effectivement, c'est pas, voilà, nous on reçoit le match à l'issue du match, donc on est un peu dans le même process de dématérialisation. Et on reçoit ça, mais après il y a une lecture à y faire. Il y a qu'est-ce qu'on en retient, comment on l'utilise. Et ça, c'est très intéressant. On est dans la même chose dans l'outil vidéo avec les entraînements, avec les matchs. Voilà, il y a des tas de choses comme ça. On est aussi avec Phil est également le préparateur physique. Donc, il y a aussi dans ces outils-là, il y a plein de choses très, très intéressantes et qui peuvent nous apporter. Après, c'est la lecture qu'on en fait. C'est comment on l'utilise, voilà, où on le met, où on le place. Mais là où c'est très intéressant, c'est que voilà, ça nous fait quand même un gain de temps. Un gain de temps. Aujourd'hui, dans des modèles économiques qui sont quand même très tendus, très serrés, c'est sûr que c'est très intéressant de pouvoir utiliser ces outils. Néanmoins, ça ne remplace pas l'humain. À un moment donné, on n'a quand même pas affaire à des machines. Les joueurs, ça reste des humains. Il y a quand même beaucoup d'aspects à prendre en compte. Mais c'est indéniable que ça avance et ça fait avancer grandement notre façon de travailler. Je pense qu'effectivement, c'était peut-être pas le cas il y a 40 ans. On n'utilisait pas autant l'outil vidéo, l'outil statistique qu'on l'utilise aujourd'hui dans le hockey. Et je pense qu'on est dans la même chose. C'est-à-dire qu'on se réinvente, on s'adapte, on fait des virages avec les outils qu'on nous donne. Et ouais, je suis friand parce que ça nous donne plein de petits aspects qu'on peut-être on regardait pas avant, sur lesquels maintenant on peut avoir un peu plus des détails. Et comme on sait que le hockey est un sport de détails, comme dans ce genre de match, voilà. Sauf qu'à un moment donné, il y a aussi l'être humain. Et puis, il faut rester là, il faut rester humble. C'est une alchimie qui n'est pas toujours facile à conserver, mais là, ça nous pousse dans nos retranchements, la période actuelle. Oui, ça nous pousse dans nos retranchements. Et effectivement, à un moment donné, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a les statistiques, moi c'est ce que je dis souvent à mes joueurs, et c'est la manière, les statistiques c'est bien, mais on peut leur faire dire beaucoup de choses, et je pense que le fait de dématérialiser beaucoup de choses, d'enlever cette... je pense qu'il faut revenir des fois à une lecture saine et une lecture vraiment claire de ce qu'on peut avoir comme outil ou comme chiffre qui nous est donné. Parce qu'aujourd'hui les stats avancées, ça nous fait des... on peut vraiment tout savoir, le moindre geste, le moindre chose qui s'est passé durant le match. On l'a, mais à un moment donné, il y a le contexte match. exact et puis tout ça. Il faut avoir vu le match et connaître même le contexte autour pour. C'est ça. Surtout quand on joue chaque semaine, surtout quand il y a une répétition de l'effort, quand il y a une répétition. Et puis, je pense que cette saison peut-être encore plus dans un contexte sanitaire particulier, dans une saison qui est très courte en plus au mois de février, mars. Voilà, c'est pas une période d'habitude auquel on est dans cette phase-là. D'habitude, on arrive à la fin de la saison, on est plutôt dans le momentum ou dans le money time de la saison, puis on va attaquer les playoffs. Donc tout ça, c'est pas. Par contre, ça, on peut pas le. Pour ça, il n'y a pas d'outil pour nous dire, attention, là, on est en crise sanitaire. Là, voilà, ça, on n'a pas d'outil en tout cas aujourd'hui, puis pas de recul. C'est-à-dire que la crise sanitaire, personne ne l'avait jamais connue avant. Donc effectivement, quand on voit les résultats du hockey et de la D1, on voit bien qu'il y a des équipes qui ont eu des difficultés, qui maintenant vont mieux. Puis à l'inverse, il y a des hauts et des bas, des effectifs qui bougent, peut-être encore plus que dans une saison, on va dire, classique. Et ça, l'outil, il ne nous le donne pas. C'est clair. Et puis on parle d'être connecté, d'être un club connecté. On essaye de l'être un maximum avec vous aussi, de manière générale. Phil, toi, tu es très connecté. On te voit sur Instagram publier des photos, des vidéos, etc. À quel point ça te sert et à quel point tu aimes cet outil Instagram, Facebook, utiliser les réseaux sociaux? Yeah, so I think, as Julian talked about too, we're in different times where it wasn't 20 years ago where you would have to watch a full game or try and watch a certain player when they're on the ice. Now we have technology that makes so many things more accessible to players. And for me as a coach, I like you've mentioned, I kind of have a double cap. So playing obviously is the most important thing, but you can't play forever. So for me, my coaching aspect, I want to try and show information that some people might not have access to. So I train a lot of kids back home. I work with probably 4 or 5 different clubs, and I also have a private training as well. So for me, it's a great way to show what we're doing here. It will help the kids that I'm working with back home. It helps the coaches that I work with during the off season as well. And it's just a great way to share information. I think when you have those things, there's so much information out there. It's becoming more of when do you apply things? Because if I'm a player, I'm a coach, I can go and find a drill. I can find somebody talking about something that may pertain to my team.
but it's the application. Ce que dit Phil, je vais essayer de traduire au fur et à mesure, après ça fait beaucoup. Désolé les gars. Non, ça va très bien. Donc il a cette double casquette parce qu'il sait qu'il ne pourra pas jouer toute la vie et qu'il a envie de continuer dans le hockey après, d'apprendre, d'être un coach, et qu'il travaille déjà avec plusieurs clubs aux États-Unis. Et puis également, il a son camp privé d'entraînement, et que tous ces outils-là lui permettent de garder le lien, de partager, et que ça contribue, comme beaucoup d'autres le font, à rendre accessible en fait des façons de s'entraîner, des techniques physiques, etc. Et que cette diffusion-là, aujourd'hui, ça permet aux joueurs, ils ne peuvent pas avoir l'excuse de ne pas trouver ce qu'ils veulent sur l'entraînement, sur la façon de se préparer, etc. Tout est accessible. Après, c'est ce qu'il disait, c'est quand est-ce que tu le mets en place, tu prends le temps de le faire, et voilà, c'est ça qui fait vraiment la différence. Ouais, pour compléter, Phil suit un cursus universitaire avec les États-Unis dans lequel il continue de se développer personnellement pour son futur. Effectivement, il utilise aussi la vidéo pour ça, c'est-à-dire que dans ses process au niveau de l'université, il doit rendre aujourd'hui, il travaille avec l'université dans lequel il doit rendre des devoirs, et puis l'utilisation de la vidéo lui sert aussi. C'est son application concrète. Voilà, c'est ça. À un moment donné, quand il travaille avec le club ou quand il travaille avec les joueurs, soit individuellement, soit collectivement, lui, il s'en sert pour son développement. Aujourd'hui, il est très, très axé sur la préparation physique. Il est en contact aussi avec les États-Unis, avec lequel il échange beaucoup, justement, sur les manières de travailler, et l'utilisation de la vidéo, l'utilisation des réseaux sociaux lui permet effectivement de garder des contacts avec soit ses mentors, soit d'autres coachs de préparation physique. Et puis, comme il a dit, effectivement, il prépare l'été. L'été, il travaille avec beaucoup de jeunes aux États-Unis, dans lequel il y a des camps de développement individuel. Et tous ces outils vidéo lui permettent d'avoir des séquences sur lesquelles il peut travailler pour développer soit sur la glace, avec de la technique individuelle pure, soit hors glace aussi, toutes les séquences hors glace qu'on fait. Et puis, ça lui permet d'analyser beaucoup le mouvement, c'est-à-dire d'être sûr que quand on travaille quelque chose, on est sur le bon choix. C'est-à-dire que on peut travailler tellement de choses aujourd'hui. C'est effectivement aussi la grande difficulté, c'est avec l'outil vidéo, avec tout ça, on a accès à beaucoup de choses. Mais après, il faut être sûr que, parce que si tu fais faire quelque chose... Ce qui est bien, c'est que ça vient donner une impression concrète aussi. On peut, en direct, on a un feeling, une impression, etc. Mais là, concrètement, on le voit. Si le geste il est bien réalisé ou pas, il y a pas... c'est ça, on voit ça le permet de geste. s'appuyer dessus. Et puis même à celui auquel on enseigne, de lui dire clairement, et toi, j'imagine que tu t'en sers aussi pour ça, à un moment de dire, regarde, là, tu me dis que tu l'as bien fait, mais regarde bien la vidéo, là, non, en fait, tu l'as pas fait exactement dans le bon timing, etc. Ça vient surtout pour les jeunes générations qui sont très sensibles à ça. Il faut que ça s'ancre là-dedans quelque part. Après, c'est plus, on peut plus s'opposer à ça. Enfin, je veux dire, il y a la preuve concrète en vidéo, c'est important de l'avoir ça. Ça permet de faire des corrections rapides et très concrètes. D'appuyer un propos, quoi. Exactement. Et puis d'être en corrélation avec la planification, parce qu'on fait des planifications. Et puis comme on a dit depuis le début de l'émission, mais on doit toujours s'adapter parce qu'il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et comme on a planifié en amont, on a eu un fil directeur, mais il y a des jours où malheureusement la salle elle n'est pas, tu dois t'adapter. Et le fait d'avoir ces outils, on peut en même temps être dans l'adaptation, pouvoir filmer. Puis quand le joueur il se voit, il dit ah ouais ok là peut-être j'étais pas bon. Ou quand le préparateur il voit tiens aujourd'hui j'ai travaillé ça, bon ok ça nous mène pas vers là où on veut aller. C'est pas dans la planification. On peut réajuster en permanence. Et ça, il faut lui tirer son chapeau, parce qu'on voit depuis le début, on n'a quand même pas beaucoup de blessés. Et ça, c'est quand même la preuve même qu'au niveau physique, on vient d'enchaîner 6 semaines de compétition, à part des bobos ou des blessures liées au contact ou des maladies ou des choses comme ça qui sont liées à la vie commune. On n'a pas de gros pépins. Les jeunes joueurs se sont bien développés. On voit des joueurs aujourd'hui qui ont pris 3-4 kilos de muscles. Prends David Camisarti, après le Covid, il a perdu 7 kilos. Aujourd'hui, il en a repris et du muscle. Donc on est vraiment, c'est pour citer que lui, mais il y en a d'autres. Et on a des baromètres qui sont très intéressants sur le plan physique. Et ça, effectivement, c'est lié à son utilisation, son échange et son travail au quotidien sur la préparation physique. Donc pour compléter un peu son propos, c'est vraiment, il est axé là-dessus. Et on est vraiment dans le même, la même envie, la même motivation tous les deux de développer les joueurs, tant en groupe qu'en individu. Et ça, c'est très intéressant. Eric, on a parlé de ça, de l'accès à l'information qui aujourd'hui est total, mais encore faut-il bien savoir la trier, l'analyser et orienter vers les bons outils, etc. C'est complètement en fait ce que toi tu fais, c'est de dire oui, vous avez accès potentiellement à tout, mais les bons outils, les plus pratiques, ceux qui correspondent à votre pratique, à vos manières de faire, là il faut de l'expertise derrière. Évidemment.
Donc comment ça se concrétise? Par exemple, tu as l'entreprise vient te voir en te disant on fonctionne un peu à l'ancienne, on a des documents classés, etc. Mais on a peur de les perdre, on voudrait sécuriser tout ça et on voudrait surtout améliorer notre efficacité. C'est dans ce sens-là qu'ils viennent te c'est surtout voir. la recherche de l'amélioration de l'efficacité. Donc il faut qu'ils indiquent les points sur lesquels ils pêchent ou ils pensent pêcher et donc quels sont les points d'amélioration et on y va étape par étape. La première chose, c'est que tu fais une sorte d'audit à tous les niveaux de l'entreprise. L'expression du besoin, le premier contact, la personne explique les points qu'il faut améliorer, selon. Et on y va étape par étape. Quelquefois, ce n'est pas forcément celui-là qui sera traité en premier, ou même pas du tout, parce qu'on aura détecté un autre de manière sous-jacente. Et oui, c'est là où l'expertise est très importante. On parlait d'être connecté aujourd'hui, des réseaux sociaux, tout ça. Est-ce que tu as une pratique, toi, des réseaux sociaux pour t'informer à ton niveau ou je crois pas que tu diffuses beaucoup de contenu, mais est-ce que tu t'en sers pour... Très peu. Comment tu fais du coup pour aller chercher tout ce qui est amélioration logicielle, etc. Est-ce que tu es abonné à certaines revues ou pas? Comment tu fais pour te mettre tout le temps à jour en fait? Avec les années, le bouche à oreille s'est pas mal installé, donc tant chez les éditeurs que chez les clients. En fait. Et on dit toujours qu'un client content est un client qui en parle largement autour de lui. C'est vrai dans les deux sens d'ailleurs, quand ça ne va pas. Et donc je ne diffuse rien, juste quelques infos sur le site web, qui est plus une vitrine qu'autre chose. Rien sur les réseaux sociaux. Le seul réseau social sur lequel je vais, c'est sur la page des Remparts. Ah, on est fiers quand même. Parce que le site n'est pas toujours très à jour. Mais c'est vrai, tu as complètement raison. C'est vrai qu'on est... Et ça peut être un danger d'ailleurs du fait d'avoir beaucoup de réseaux sociaux différents au niveau des Remparts. Et vous pouvez nous suivre d'ailleurs. On est présent sur Snapchat, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Et c'est compliqué parfois de mettre du contenu à jour de qualité sur tous les supports. Donc même si on y travaille... Ouais, il faut penser à tout le monde. Et il y a des gens qui vont être très site internet et d'autres qui vont être beaucoup plus réseaux sociaux, etc. C'est vrai, c'est important. Moi, je suis site internet. Personne n'est parfait. Ouais, en fait, on est en train de passer de génération en génération. Là, c'est ce que tu es en train de dire. En fait, c'est que. Voilà. Et puis surtout, quand on dit tous remparts, et je le pense sincèrement, il faut vraiment penser tous remparts. On a toujours tendance à penser de son point de vue à soi. Quand on construit la communication comme le reste, comme toi, t'es une génération de coachs, tu as été influencé par certains coachs, tu as eu certains mentors d'une génération, et il ne faut pas oublier qu'il y a eu avant, après, et qu'il y a du bon à trouver à tous les niveaux, chez les plus jeunes, chez les plus anciens, et que tout est valable, et qu'il faut bien parler du club et ne mettre personne de côté, en fait. Ça, c'est vraiment très important. C'est la même chose dans l'équipe. Hein. On est effectivement dans le même genre de situation. Hein. Il y a des joueurs qui ont une certaine expérience, qui ont une vision, des fois, de l'approche dont on imagine les choses ou dont on présente les choses à l'équipe, qui n'est pas forcément la même chose qu'un jeune de 17-16 ans. On est un peu dans le même. Aujourd'hui, effectivement, les jeunes de 16-17 ans, un site internet, pour eux, ça paraît un petit peu bizarre. Eux, tu as dit Facebook, Snapchat, eux, ils sont vraiment... tu leur dis, va voir sur le site internet, ils disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, dans le coaching, c'est un peu pareil, quoi. Il y a des choses où, quand je dis des choses à certains joueurs, les joueurs expérimentés, ou les choses, quand on imagine les séances, il y a des choses, c'est, recevoir un mail avec ton match en vidéo. Je pense il y a 15-20 ans, les joueurs t'auraient regardé et t'auraient dit tu avais une bonne vieille VHS, tu mettais ou dans le bus, toi, tu mettais le match dans le bus, puis tout le monde regardait le match. Là, aujourd'hui, chacun a son téléphone, chacun a son écran, on est passé à une autre ère, mais je pense qu'on est un peu dans le même dialogue. C'est-à-dire qu'il faut se réadapter, il faut, puis individualiser, tout en conservant l'esprit de groupe et le collectif avec des vrais moments où chacun n'est pas sur son téléphone ou en train de regarder ses stats à lui. Et c'est là, le vrai défi, il est là, quoi, d'utiliser le meilleur des deux mondes. Ouais, c'est la grande difficulté d'aujourd'hui. Je pense c'est surtout garder et j'en reviens beaucoup à ça, mais pour moi, c'est une des clés, c'est la relation humaine. C'est-à-dire qu'on peut individualiser autant qu'on veut, mais à un moment donné, il y a des relations humaines et des choses interactives qui ne sont pas... ça peut pas se passer à travers le téléphone. Ce qui se passe dans le vestiaire, ce qui se passe dans un groupe sur la glace, les échanges humains, ça, je suis désolé, mais on pourrait pas avoir un coaching staff connecté, quoi, qui soit pas présent physiquement auprès de ses joueurs et avoir un écran dans le vestiaire qui parle, ça serait vraiment pas... Non. Et les expériences, on les tire de ces moments-là. C'est-à-dire que moi, là où je trouve que c'est un peu, c'est qu'il n'y a pas dans la connexion et dans ces images,
il n'y a pas l'expérience. L'expérience, elle est humaine, elle est dans les moments difficiles, comme dans les victoires, dans les défaites, mais elle est à tous les moments, quand on est à l'entraînement, quand on est à la patinoire, dans les déplacements où ça se passe très bien, ou dans les déplacements. Moi, je sais que voilà, c'est pas forcément parce que tout roule, tout va bien, que tu reçois tes belles images, que tout est beau, que ton groupe va bien. Et ça, pour le ressentir, le pouls, c'est vraiment à l'intérieur du groupe. C'est vraiment à l'intérieur de l'équipe. Voilà, c'est pareil pour les séances de préparation physique. C'est pareil, à un moment donné, il faut qu'il y ait une vraie relation humaine, voilà, avec du respect, avec des mots que là, on ne peut pas mettre dans un... Le sens d'un projet, il doit se matérialiser par des moments vécus en concret. Il y a plein de choses qui peuvent se faire autour, un peu en télétravail, etc., à distance, mais ça prend sens de cette manière-là. Pour faire cette mini-parenthèse-là personnelle, quand j'ai fait le Tour de France du hockey, avant, j'avais le groupe hockey, j'avais des interactions avec des gens, mais ça a pris du sens quand j'ai été sur la route, voir les gens dans leur club, les interviewer là. Et c'est là où vraiment, c'est les meilleurs souvenirs, et c'est là où ça devient concret et intéressant, et où on prend date pour la suite, et où on vit vraiment l'expérience à fond, quoi. Ouais, c'est peut-être la difficulté du moment, parce que là, avec les couvre-feux, avec toutes les règles sanitaires qui nous sont imposées, voilà, on n'a pas tellement de temps de faire ce qu'on appelle du team building. On est très limité dans le temps, on est très limité dans les espaces. On peut pas aller au resto. À un moment donné, quand tu es une équipe, faire une bonne bouffe autour d'une bonne table, rigoler, raconter des blagues, chanter. Enfin voilà, c'est un vrai moment humain de partage. En ce moment, on a du mal à faire tout ça, donc il faut se réinventer. Donc on essaye d'utiliser au mieux ce qu'on peut, mais c'est sûr qu'on sent que ça manque aussi, ça manque au groupe aussi. Voilà, je sais que là, il commence à faire beau. Je sens que les joueurs ont besoin, voilà, d'aller dehors, d'échanger dehors, de vivre des moments ensemble, et c'est bien. Mais c'est aussi la période, et c'est assez délicat pour ça. Et pour moi, c'est en tout cas une part des raisons qui expliquent la fluctuation des résultats de toutes les équipes. On n'est pas la seule à connaître, hein. Juste dans notre poule, on prend Caen quand même. Voilà, si on prend les résultats de Caen ces derniers temps, il y a quand même quelque chose qui est... Voilà, et je pense que c'est pas par le travail des personnes qui sont en place, parce que les groupes, vraiment, comme l'a dit Phil, la poule est vraiment très intéressante, mais c'est partout pareil. Et je pense qu'à un moment donné, la fluctuation des résultats, elle fait aussi... lié à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas vivre pleinement les expériences, on est souvent coupé. Voilà, quand on rentre à 23h, on va tout chez soi parce que c'est le couvre-feu, parce que tu ne peux pas rester dehors à discuter pendant des heures et des heures. Il y a des tas de choses comme ça où je trouve que c'est un peu la difficulté du moment, en tout cas de mon ressenti d'entraîneur des Remparts. Eric, on imagine que la période peut être intéressante professionnellement à certains égards, parce que ça peut pousser certaines entreprises à travailler dans le sens de dématérialiser, etc. Mais il y a aussi l'aspect personnel. Est-ce que toi, dans ton travail aussi, pour la partie de rencontre avec les clients, de partager tout, ça casse quelque chose quand même, cette pandémie, et ce qui en résulte? Alors, il y a forcément un impact, mais depuis très longtemps, je travaille énormément à distance, parce que j'ai des clients qui sont un peu partout en France. Il y en a que je n'ai jamais vus, parce que l'informatique permet ce genre de fonctionnement, mais les clients réguliers et les plus importants en termes de volume, je vais les voir quand même régulièrement, parce que n'être qu'une facture, c'est pas terrible. Et puis dans bien des cas, pour faire avancer les projets, il faut discuter avec les personnes. Donc je rejoins ce que dit Julien, c'est que l'humain revient toujours. Et oui, c'est au cœur de toutes nos vies et de notre travail, forcément aussi, surtout quand on a son entreprise, on a besoin de ce relationnel-là. Phil, tu as découvert un groupe cette année dans lequel tu as envie de t'investir, et tu penses qu'il y a du potentiel humain, il y a du potentiel technique, physique, etc., mais qu'il y a un potentiel humain aussi qu'il faut construire autour de ça? Oui, c'est sûr. Pour moi, j'espère 2-3 saisons keep the tour, jouer en Magnus. The guys, we have a really good group. We have a hard-working group. We have guys who have been in the club. They know the club, and guys who have been in France and Finland, Canada, Czech, other countries. So we have a lot of experience in the room, and we have a lot of guys who work together, which I like. I think it's important to have a group that not only gets along in the room, but has the right desires off the ice. Everybody wants to get better. Everybody wants to win. Everybody wants to work. So for me, I think that's really important. Obviously, this situation this year
has made things difficult. And there's always things to improve, whether it's on the ice, it's in the training, it's in your life. But I think a lot of the guys, there's a really good foundation. And as we continue to develop, I think things only will get better. Alors ce que nous a dit Phil un peu, c'est qu'il voyait lui un vrai potentiel d'accès à l'élite ou de constitution d'un groupe d'élite de Magnus dans les 2-3 ans, parce qu'il y avait un groupe avec une éthique de travail très forte, qui se comportait bien sur la glace et en dehors, qui avait envie de progresser, de réaliser des choses ensemble, et qui avait aussi un bon équilibre entre les joueurs formés au club, les jeunes et des joueurs venus d'un peu partout dans le monde qui apportaient cette expérience-là, différente, et avec la volonté de la mettre au service du collectif et du projet. J'imagine, Julien, quand tu entends ça, tu dois te dire que tu t'es pas planté du tout, même sur la construction du groupe, et c'est ce que tu voulais. Oui, pour une première année, effectivement, c'est ce qu'on souhaitait. On voulait construire un groupe qui était très professionnel dans son attitude. Comme il a dit, tous les joueurs veulent être meilleurs, veulent gagner, veulent se rendre meilleurs chaque jour, que ce soit sur la glace, hors glace. Alors effectivement, il y a des jours où ça marche, des jours où ça marche pas, il y a des jours où ça marche totalement. On l'a vu durant cette première phase aller. Il y a des matchs où on a totalement réussi, puis des matchs où on est passé à côté, il y a des matchs moyens. Enfin voilà, le bilan, il est pas. Voilà, il y a encore des choses à améliorer, mais ce que j'apprécie, et là effectivement où je suis satisfait, c'est que tout le monde veut amener sa pierre à l'édifice de la bonne manière. Et encore une fois, je reprends le match de samedi, mais sincèrement, je pense qu'on a joué longtemps avec 4 trios d'attaque. On a vraiment bien désigné les rôles. Et sincèrement, quand il y a quelqu'un qui va moins bien, je sens que maintenant, il y a quelqu'un qui prend le relais. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je sens que quand il y a quelque chose qui va pas dans le groupe, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont pas, comme dans tous les milieux, on se cache pas, on se dit les choses. Il y a un bon groupe de leaders qui en tout cas un bon lien entre moi et le vestiaire quand je suis pas tout le temps dans le vestiaire. Il y a une bonne communication qui est saine, il y a une bonne concurrence qui est saine. Il faut de toute façon rendre le groupe autonome, puisque le coach il est pas sur la glace. Il y a un moment donné, c'est dans l'instant qu'il faut avoir la bonne réaction, le bon geste, le bon regard envers son partenaire ou quoi que ce soit. Et ça fait partie de ton rôle, j'imagine, de transmettre ça, cet état d'esprit-là et cette façon de fonctionner en interne. Oui, comme le match de samedi, il y a eu beaucoup de changements dans l'alignement. J'avais provoqué des changements dus aux 2 derniers résultats où j'étais pas satisfait. Donc il y a eu des modifications. Il y a des joueurs qui ont pris un rôle qu'ils avaient peut-être pas avant. Et tout le monde a adhéré tout de suite, alors avec plus ou moins de réussite, mais sincèrement, ça c'était très 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 agréable de voir qu'aussitôt les joueurs ont cherché des solutions pour trouver la meilleure alchimie sur leur trio d'attaque, les duos de défenseurs, et ça c'est très bien. On a aussi pallié, donc on a appris la suspension d'Arnaud Lazzaroni vendredi. Bon, on s'en doutait un peu, donc on a pu travailler, mais malgré tout ça, on a dû réadapter les lignes défensives. Il y a Kevin Lévesque aussi qui est tombé malade cette semaine, donc il y a eu des petites réadaptations aussi de ce côté-là, et sincèrement les joueurs à chaque fois, c'est aussi ça le potentiel du groupe, c'est d'avoir des possibilités multiples, et ça c'est agréable quand tu es entraîneur. Mais c'est aussi créé par le fait que quand tu joues à 4 lignes et que tu responsabilises tout le monde, quand tu as besoin d'en changer un de ligne positivement ou négativement, il sait qu'il sera de toute façon, il aura un impact sur le jeu, peu importe son positionnement dans l'effectif, alors que si tu entre guillemets, tu te concentrais sur une petite quantité de joueurs très investis, là, tu n'as plus de ficelle non plus. C'est compliqué d'aller chercher un joueur que tu as mis complètement de côté ou à qui tu n'as pas donné de rôle et de dire tiens, maintenant j'ai besoin que tu ailles piquer tel joueur, donc tu prends sa place. Ça n'aurait pas de sens en fait. Donc c'est aussi la stratégie globale qui est derrière tout ça, quoi. Non, mais je considère chaque joueur a un rôle, et chaque joueur a son importance. Il n'y a pas de plus ou moins importance. Il y a des responsabilités qui sont différentes. Mais chacun, j'accorde, en tout cas j'essaye dans la journée et dans les moments qui me sont attribués à vraiment donner le même temps pour chacun, les mêmes choses, et effectivement d'emmener le plus de joueurs. Alors cette année il n'y a pas de play-off, mais on va dire dans une saison classique, l'idée c'est d'emmener le groupe jusqu'au bout pour qu'arrivent les play-offs et qu'on sache vraiment là sur les moments clés, déterminants, qui sont les matchs, on va dire, où la saison continue ou s'arrête, sur qui on peut compter. Mais là on est un peu dans le même process, c'est-à-dire qu'on veut vraiment emmener un groupe. Aujourd'hui, comme j'ai dit, Arnaud était suspendu, Kevin était malade. On avait quand même un groupe complet aligné et tout le monde a joué à Neuilly. On a 2 gardiens. Aujourd'hui, il y a de la concurrence et l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'amener le maximum de joueurs, de donner la chance au maximum de joueurs.
Et après, le laisser personne de côté, parce qu'à un moment donné, si on veut aller loin, c'est ensemble. Et si on en laisse de côté, déjà, c'est pas ma philosophie. Et en plus, c'est vrai, comme tu l'as dit, si à un moment donné, on rappelle quelqu'un qu'on a laissé de côté, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire, écoute, t'es gentil là, mais tu m'as oublié pendant quelques temps, puis maintenant, tu fais appel à moi. Ça marche pas comme ça. Donc, à un moment donné, il faut, tout est fait pour tout le monde. Alors après, bien évidemment, en fonction des âges, il y a des adaptations, en fonction des rôles, etc. Il y a aussi, à un moment donné, on peut avoir des coups de moins bien durant une saison. Comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui peuvent avoir un rôle un petit peu moins, parce qu'à un moment donné, il est moins bien physiquement, il est moins bien mentalement, mais il y en a un autre qui est là, qui, lui, se sent mieux. Et c'est ça aussi, encore une fois, une équipe. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Et puis d'accepter aussi la méritocratie, c'est-à-dire que, oui, à un moment donné, il y en a un qui mérite ou qui est mieux, ou qui va passer un peu devant, et puis on sait que ça peut revenir dans l'autre sens et qu'on est jugé objectivement selon ça. Peut-être le plus compliqué, c'est sûrement le poste de gardien. Il n'y a qu'un gardien sur la glace. Alors là, on ne peut pas, entre guillemets, facilement répartir le temps de glace. Je sais que Eric aime beaucoup les gardiens, que c'est un poste qui regarde de près. Ça, c'est peut-être le plus complexe. Est-ce que c'est là où il y a le casse-tête, finalement, le principal pour un entraîneur, ce poste-là, quoi? Mais moi, je pars du principe que s'il y a des échanges, il y a de la communication avec les joueurs, le casse-tête, il n'y a pas tellement de casse-tête. Après, il y a des choses factuelles, il y a des résultats, il y a des performances. À un moment donné, si tu parles avec les joueurs, que le joueur il n'est pas performant et que tu expliques et que tes choix ils sont justes, je ne vois pas où est le souci. Effectivement, c'est peut-être pas comme dans certains sports où je peux changer le gardien toutes les 2 minutes, comme en hand. Des fois, on voit, il y a beaucoup d'interactions. Nous, c'est un peu plus compliqué. La gestion psychologique de savoir comment on relance un gardien, ou au contraire, comment on maintient un gardien dans la bonne concurrence, même s'il joue pas. Enfin, c'est vrai que oui, c'est toute la difficulté effectivement de ce poste. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus individualiste dans l'équipe. Donc à un moment donné, il y a une gestion un peu plus individuelle. Il y a effectivement, quand il va pas bien, comment tu le relances. Un joueur, tu peux y aller progressivement. Un gardien, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et puis après, à l'inverse aussi, à quel moment tu donnes la chance à l'un ou à l'autre. Mais pour moi, le plus important, c'est que si jamais il y en a un qui va moins bien, ou si à un moment donné, justement, il y en a un qui va bien, mais l'autre derrière, il sait que même quand l'autre va très bien, il peut quand même avoir cette chance. Et je crois que là, c'est ça le plus important, que tu sois un jeune joueur comme Jean-Philippe ou un gardien expérimenté comme Yeri. À un moment donné, ils sont quand même tous les gardiens, ils portent le même maillot, et qu'à un moment donné, quand il y aura des choix à faire, moi je ferai le choix en fonction du maillot et le meilleur pour l'équipe. Alors c'est sûr que je peux en mettre qu'un sur la glace en même temps, mais je mettrai avec mes convictions, avec les valeurs, avec le cadre que j'ai dressé au début. Celui qui est le plus à même d'aider l'équipe. Le meilleur pour l'équipe. Et c'est toujours ça. Moi, je reviens toujours. J'essaie toujours de mettre les meilleurs joueurs au meilleur endroit pour l'équipe. J'ai pas envie de me passer d'un joueur à un moment donné, même s'il est plus jeune, même s'il est plus grand, même s'il est droitier, gaucher, peu importe. À un moment donné, moi, je veux mettre le joueur à l'endroit que moi, en tout cas, avec justement les outils qui sont à ma disposition, les interactions avec mon staff, je peux mettre au meilleur endroit, au meilleur moment. Alors après, il y a des fois, je fais des erreurs. Ça peut arriver, effectivement. Mais encore une fois, quand il y a de l'échange avec le joueur, il y a de l'explication, je pense que ça passe beaucoup mieux. J'essaye d'être le plus juste possible, de donner la chance à tout le monde. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de faire depuis le début. Parfait. Eric, est-ce que tu avais une question pour Phil ou Julien? Est-ce que tu avais pensé une question pour... En anglais, Eric, alors. Je vais faire la tradition si besoin, mais je pense qu'il est meilleur que moi en anglais, Eric, en fait. Ça, c'est très gentil, mais c'est pas forcément vrai. Non, j'avais pas vraiment de questions pour Phil. J'aurais eu Yeri comme la semaine dernière. Ah oui, c'est les gardiens, c'est vrai. Parce que j'étais gardien au handball autrefois, mais sans plus. Mais non, je suis quand même très honoré d'avoir à côté de moi le double buteur de samedi dernier. 4 buts, meilleur buteur des Remparts, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais, avec vraiment en plus des buts souvent à la file, au travail, près du gardien, ce style très physique et tout, etc. C'est un vrai plus d'avoir un joueur de ce profil-là, Julien, quand même. C'est pour ça, quelque part, c'était aussi pour ça qu'on l'a engagé au sein du groupe. C'est aussi sa qualité, je veux dire, c'est quelqu'un autour du filet, très proche du gardien, qui a vraiment des qualités, malgré sa taille, d'arriver à prendre des rebonds, à dévier les palets. C'est quelqu'un qui est grand devant le gardien, donc qui gêne beaucoup la vue du gardien. Donc même si effectivement on n'a pas les gardiens aujourd'hui, on a quelqu'un qui gêne et qui dérange les gardiens et qui des fois arrive à se mettre dans leur tête. Donc c'est très très intéressant. Et puis comme on a dit, il a une double casquette. En plus, il est préparateur physique de l'équipe. Donc il a aussi ce côté athlétique et ce côté physique qui nous intéresse vraiment. Et puis il s'intègre pleinement dans le projet puisqu'il fait aussi la préparation physique du mineur. On n'en a pas parlé, mais il est aussi
pleinement intégré dans le projet du club dans sa généralité. Donc c'est un ensemble de choses qui fait toutes ses qualités effectivement aujourd'hui. Voilà. Donc il n'est pas gardien, mais il a plein de qualités. Et puis tu m'as offert quasiment la transition parfaite pour l'avenir, puisqu'on va faire une émission spéciale justement sur la formation au rempart, le travail qui est fait dans le mineur et puis les projets pour la suite. Donc voilà, Phil est complètement là-dedans dans son apport de travail auprès des jeunes joueurs très, très, très important comme Iri et comme d'autres joueurs de l'effectif D1 qui sont très investis à ce niveau-là. Merci beaucoup à tous. Merci Eric de nous avoir accompagnés. C'est moi qui vous remercie. Et puis pour tout son soutien. D'ailleurs, je tiens à le dire, tu as aidé aussi à travers la cagnotte entreprise pour la diffusion des lives et la production d'émissions comme celle-ci pour vous offrir du contenu. Donc merci beaucoup à toi. Et puis voilà, si vous voulez faire de même, il y a les cagnottes disponibles sur Litchi. Donc vraiment grand merci à toi. Merci. Et puis on a hâte de vous revoir, toi et tous les partenaires, à la patinoire, c'est quand même là où c'est complètement réciproque. on a envie de vous voir. Phil, merci beaucoup de nous avoir accompagnés et puis de faire l'effort d'essayer de comprendre. Ça va vite, c'est pas toujours facile. Julien parle vite, moi aussi je crois, et puis on parle beaucoup. Mais merci d'avoir été là et puis bravo pour ta saison jusque là et puis tout le meilleur pour la suite. Merci Sylvain. Merci Julien, merci à tous. C'était un plaisir cette émission. Même dans les défaites, on trouve beaucoup de raisons de réfléchir autour du hockey, etc. C'est vraiment un bon moment. Et puis, on a retrouvé nos remparts au niveau de l'attitude. Et ça, c'est le plus important, les valeurs. Et puis, représenter dignement ce maillot sur la glace. On va se reposer un petit peu, on va couper, parce qu'on est exempt le week-end prochain. Donc, il n'y aura pas de match. En tout cas, voilà. Donc, prochain match, alors, sur le 27, on rejoue à domicile. Et peut-être le 21, c'est en cours de discussion. C'est ça, on attend là. On est en cours de discussion pour aller jouer le 21 à Brest. Mais c'est en cours de discussion entre les deux clubs le dimanche 21. Et sinon, le prochain match aujourd'hui à notre calendrier, c'est effectivement la réception de Neuilly. Donc pour commencer notre phase retour, on recommencera dans l'ordre inverse de ce qu'on a commencé. Donc là, on réceptionnera Neuilly avant d'aller à Nantes et puis ainsi de suite pour le mois d'avril. Le seul match, ce sera celui de Brest qui peut être déplacé pour éviter d'avoir 3 semaines sans rencontre. Mais voilà, donc là, les joueurs sont au repos pendant le début de cette semaine et puis on va se remettre au travail à partir du milieu de la semaine, même s'il n'y a pas de match. Voilà, on continue de s'entraîner, on continue de travailler sur la glace, hors glace, avec tout le monde. Et puis on va œuvrer et en tout cas, on continue d'œuvrer pour ça. Merci à tous et puis merci à toutes et à tous de nous suivre. Vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit évidemment. On va vous proposer de plus en plus de contenu et puis on se retrouvera mercredi prochain pour une émission du coup spéciale mineur. Donc merci à toutes, merci à tous et à très bientôt.